26 janvier, bienvenue à On va se dire aujourd'hui, on vous dit si c'est la fin du végétalisme, on est peut-être rendu là. On se demande aussi pourquoi Mark Carney voyage autant. On reçoit un homme qui vient de parcourir l'Est du Canada à vélo, mais attention, en plein hiver. Et aussi, on s'en va voir comment Toronto se sort de la plus grosse tempête de son histoire. Bon début de semaine! Avez-vous remarqué le regard d'Alexandre? Bien, il y avait un petit côté soivé là-dedans. Je suis changé, Alex. Troublé. Ça fait peut-être 4-5 fois que je viens ici. J'ai jamais été satisfait de mon regard. Je trouve que je livre jamais un bon regard. Mais ce soir, là... Même Des là, tailleurs. ouais, je reste sur ma fin. C'est comme la 4e photo d'un photomaton. Ouais. Tu sais, t'as sorti tes 3 premières faces. Ouais. La dernière, c'est toujours free for all. La Tu paniques un peu. Je sais plus quoi faire. Mais c'est-à-dire que tu te regardes en reprise pour... Tout le temps, Louise. Tout le temps. Mais tu es ton pire critique aussi. Ouais. Tu pourrais faire comme... non, mais pour vrai, Pierre-Yves McSwain, son truc maintenant, parce qu'il vient souvent, c'est d'abord tu sais, il va parler au téléphone. L'autre fois, c'était un livre, il faisait ça en pile. Hey, es-tu fou, lui, hein? Il est fou. Fou, raide. Hey, fou comme un comptable. Hey, fou d'une poche. Et là, attention, en passant, je veux le dire, mais il y a un public en studio aujourd'hui, parce que c'est Pédago. Bravo. Donc, il y a mes filles en studio, mesdames et messieurs, et leur amie Julia qui sont là. Ils n'ont pas d'école. Et je trouve que c'est plate parce qu'il n'y aurait pas eu d'école à cause de la tempête. C'est comme gaspiller un congé, mais en tout cas, c'est pas important. Et il y a ma fille qui sera régisseur aussi, ou régisseuse, durant toute l'émission. Donc, elle sera avec Diane. Regardez, voilà, elle est là. Tout peut arriver aujourd'hui. Bravo. C'est elle qui va me faire des petits décomptes et tout ça. Et là, on part la semaine en force avec les Téméraires, justement, qui ont bravé la tempête pour nous. L'hivernal, MC Gilles. T'es tellement hivernal. trouves? Ben oui. Qu'est-ce que Celui j'ai qui est fait, là? aussi doux qu'un flocon sur le bout de notre nez, Alexandre Barrette. Ah, wow. Ouais, on Hey, est c'est scripté, tout C'est ça? très scripté. C'est la La plus journaliste belle qui jette un blizzard sur les mauvaises nouvelles, Katia Gagnon. Wow! Tout ça a été rodé au bordel. Hey, à la presse, ils disent pas ça. Non, je sais, c'est celle qui réchauffe nos cœurs, Louise Deschâtelet, qui n'est pas venue à l'émission depuis longtemps. On est très heureux de te revoir. C'est vrai, vous m'invitez plus? Ben non, mais t'étais pas disponible. Ça répondait pas. Ça répondait pas. Là, c'est sorti cet après-midi et là, moi, à ma grande surprise, en tout cas, ça soulève déjà de fortes réactions. Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, qui pose à la une de l'édition du Clin d'œil de ce mois-ci. On a révélé la photo sur les réseaux sociaux. Elle est magnifique, il va sans dire, mais là, c'est ça. Ça soulève des discussions. Il y en a qui la trouvent trop sexy pour une femme enceinte, d'autres qui trouvent voyons. ça étrange qu'une politicienne. C'est surtout ça qui ressort. Face la couverture d'un magazine de mode. Je vous laisse aller. On ouvre les Mais lignes. moi, étant enceinte de 4 mois depuis 10 ans, je peux parler de mon expérience. Oui, oui, j'ai compris. Non, mais elle est magnifique. Évidemment, Catherine, depuis toujours, tu sais, elle a des votes staliniens, là, à Longueuil. Pas d'opposition. Au-dessus Il n'y a pas de 60, d'opposition, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, elle joue, elle aime beaucoup le jet set, elle fait les tapis rouges. Mais pourquoi pas, c'est une nouvelle génération de politiciens. Le maire de Québec et sa nouvelle conjointe, Monique Néron, le font aussi. Pourquoi pas? Réaction? Des nus comme ça, dénudés comme Ben, ça? nu, elle n'est pas nue, là. Il me semble que non. Ben, disons que c'est assez suggestif. OK. Mais ça, vous aimez pas ça, vous, Louis? Oh non, non, j'ai pas... Je me suis posé la question, pourquoi faire ça? Quand on est mairesse d'une grosse ville comme Longueuil, est-ce qu'on risque pas de se mettre, je sais pas, une épée de Damoclès sur la tête en faisant ça? C'est osé, mais pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? On est en 2026. Elle assume le fait d'être enceinte, d'être en poste. Elle est jolie, c'est une belle femme. Pourquoi pas? Ben, Moi, Katia, je vous venez de me chapeau. convaincre. Bon. Je ne vais pas difficile. je vais pas m'approprier ça, mais j'en jasais avec ma blonde tantôt qui dit ben, pourquoi est-ce que en devenant mairesse, tout ça, on doit mettre on doit mettre Un une croix sur la tailleur, féminité, ouais, sur c'est ça. notre apparence, sur comment on veut. Puis Catherine a toujours fait les choses à sa façon aussi. Oui. Ça n'a jamais été dans les règles. Tu sais, c'est ça qui est le fun aussi. Puis il y a beaucoup de jeunes femmes qui osent plus se lancer en politique, de jeunes hommes aussi, mais beaucoup de jeunes femmes qui ont peur et tout ça. Et là, de voir des modèles qui font les choses différemment, qui est peut-être une façon peut-être plus branchée aussi sur la jeunesse, moi, je me dis pourquoi pas. Mais c'est sûr qu'Alex et moi, étant des hommes, sans blague, on est pas mal placés aussi pour juger. Elle peut faire ce qu'elle veut. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve la photo belle. Je trouve pas ça... de toute façon, mais même si je trouverais ça déplacé, c'est ça, je pense, j'ai pas Tu un le beau dirais bras. pas? Ben, j'aurais pas... Non, mais je vois pas... Elle fait ce qu'elle veut. Je trouve que c'est une belle photo. Je trouve pas ça très explicite ou Non. très Non. osé. Puis, tu sais, c'est dans le cadre d'une photo lors d'un shooting pour Oui. le clin d'œil.
ça n'enlève rien à tout ce qu'il a fait les 11 mois, 30 jours et 7 heures qui restent dans son année. Fait que Effectivement. Peut-être qu'en campagne électorale, j'aurais eu peut-être un plus grand malaise parce que là, on triche un peu. Mais là, on n'est pas en campagne électorale. Elle a gagné. C'est fait. C'est fait. Je pense qu'on a tout dit ce qu'on avait à dire là-dessus. non, mais je pense qu'il y a quand même consensus. Oui, en fait, dans le J'avais plan hâte de de l'émission, voir. on avait attribué plus de temps pour convaincre Louise Deschâtelet, mais Oui. elle a été convaincue. après C'était ça. facile. Tellement efficace. Katia a parlé. Elle a 2 phrases de ketchup, Mais c'est réglé. elle répond pas au téléphone non plus, hein? Fait que Oui, ça fait ce que ça exact. fait. Mais là, moi, je me promenais un peu tantôt sur Instagram, puis X et tout ça. Tout le monde parlait beaucoup de ça. Mais ce dont tout le monde parle depuis quelques jours, c'est aussi de l'alpiniste, Alex Honnold, qui a réussi un exploit. Oui, c'est impressionnant, mais moi, je trouve ça plus terrifiant qu'impressionnant. Donc, il a escaladé l'édifice le plus haut de Taïwan et c'est aussi accessoirement un des plus élevés du monde. Mais là où ça devient encore pire, c'est que c'est sans harnais. Donc, il n'y a pas de protection, pas de corde, rien. Tout ça est retransmis en direct sur Netflix. C'est qui, ce gars-là? Un homme de 40 ans, c'est un Américain, il vient de la Californie. Il a 2 enfants. Pourquoi je vous le dis? C'est parce qu'il risque sa vie. Hein. Ça reste un père de famille. Bon, vous avez vu, c'est 101 étages avec absolument aucune protection. Et là, il y a polémique. Pourquoi? Parce que oui, il risque sa vie. Évidemment, quand il le faisait pour son bon plaisir, c'était ça. Mais là, ça a été diffusé sur Netflix. Oui. En direct, presque. En direct-ish. C'est-à-dire 10 secondes plus tard, d'un coup, qu'il y aurait arrivé de quoi, on aurait coupé. Et ça divise. Même ici, on en parlait juste avant d'entrer en ondes. Il y a la moitié des gens qui disent « Je trouve ça extraordinaire. J'étais sur le bout de ma chaise. » Ça a duré 1h30 en direct sur Netflix. Et l'autre moitié, dont je fais un peu partie, de me dire « Est-ce qu'on est en train de commercialiser quelqu'un qui risque sa vie, qui peut tomber. Veut pas, si on est excité comme ça, est-ce que c'est un peu morbide? On se dit, Ben, pas qu'on veut qu'il tombe, Louise, mais c'est cette peur qui tombe qui Tu sais fait que qu'on Louise le l'a regarde. regardé en direct. Je sais pas si tu étais sur le bout de regarde ton en direct. siège ou au contraire. Mais comme il y a une majorité d'hommes ici, je vais me permettre de dire ce que mon mari a dit en plein milieu. Allez-y donc. Il a dit « J'ai l'impression que les couilles me rentrent par en dedans. Nous, on comprend l'image. Moi, je comprends. Moi, c'est Ah, c'est ben, clair. moi, je suis un peu mal. Je trouve ça vulgaire comme expression. » Pourtant, mon mari n'est pas vulgaire. Non, mais il y avait effectivement le côté, puis ça a rallié beaucoup de monde, c'est ça. Donc, il y avait probablement des jeunes à l'écoute aussi. Mais Louise, vous l'avez regardé. Oui. Donc, ma question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui Ben, vous attire là-dedans? C'est l'exploit. Moi, je suis trop heureuse pour faire ce genre de choses-là. Donc, je le ferai jamais. Et je connais personne d'assez fou pour faire ça. La grosse question que je me pose, c'est qu'est-ce qui manque dans le cerveau ou qu'est-ce qu'il y a de plus dans le cerveau d'une personne comme ça pour être capable de faire ça? Mais moi, ma question, c'est ça lui donne-tu de l'argent, ce gars-là? Bien, j'imagine Cette que fois-ci, c'est- oui. Il le fait souvent gratuitement, mais là, oui, évidemment. Oui. Il y avait un hélicoptère, il y avait une équipe de télévision, c'était une grosse... Oui, mais machine. de l'argent dans ses Dans poches. là. ses pouces, C'est sûr là, que oui, lui, oui. là. En même temps, c'est un gars qui est habitué de ce genre d'exploit-là. Oui. Tu sais, Il a Oui. déjà escaladé des montagnes. Non, Ça a je été comprends. d'ailleurs documenté pour un documentaire, Free Solo, qui avait Free gagné un Solo sur Oscar. Netflix. Mais tout ça pour dire OK, que... c'est lui, ça. Oui, c'est lui. Mais je OK. peux pas imaginer. J'imagine que les prochaines expéditions comme ça seront grandement commanditées. Ça va rendre sa vie plus facile, en tout cas, c'est Mais sûr. jusqu'où on va aller? Hein? Jusqu'où on va aller? Regarder des gens risquer leur vie. Y a-t-il quelque chose de la procuration là-dedans, peut-être, de se dire, hey, moi, j'oserais pas, mais je vais regarder quelqu'un qui le fait pour moi? Mais ça a Peut-être. toujours existé. Oui. Tu sais, je me rappelle, lui, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui fait la même chose, Alain Robert, un Français Oui, ben un petit oui, peu ben plus oui. âgé. Mais aussi, c'est quoi le nom du funambule français? Oui, qui marche entre les buildings, oui, en oui, montant oui, deux oui, des oui, tours oui. jumelles. Tu sais, Ah ouais. à l'époque, puis les funambules, ça a toujours créé une fascination, puis les gens observaient ça, puis tout ça. Puis moi, je pense que ces gens-là, pour avoir écouté une couple d'entrevues de lui, Alex Ouais. Honnold, il y a des comptes à rendre. Là, peut-être en étant père, c'est différent, mais il y a des comptes à rendre à personne. C'est des gens qui sont passionnés. Il y a même pas, lui, tant que ça, de peur associée à ça. Puis c'est des gens qui se disent, je parle pas pour lui précisément, mais que ce soit du base jump ou du... Bien, le ski acrobatique. Le ski T'as raison que acrobatique. oui, il y a quelque chose Hey! de du danger là-dedans. aussi. Ben, le danger. C'est dangereux. Le parachute, Oui. le bungee. Le journalisme d'enquête. Journalisme d'enquête. Non, mais ça prouve aussi le côté fédérateur qui peut encore exister. Tu sais, des fois, on cherche tous des événements. Oui, il y a le Super Bowl, il y a la Coupe du Monde qui fédère le monde entier, mais ce genre de truc-là aussi, il y a eu des millions et des millions de personnes qui se sont connectées. Les rendez-vous. C'est un rendez-vous. Les Olympiques vont commencer et on dit souvent, vous regardez la télévision, ce qui va peut-être sauver la télévision, ce qui marche. L'émission que vous regardez en ce moment
est en direct. Il peut se passer quelque chose. Tout le monde en parle. En direct de l'univers, pourquoi on le regarde? Oui, c'est intéressant. Pas qu'on veut que quelqu'un se pète la fiole, mais si ça Il y a le arrivait, happening. on le verra en direct. Non, mais on voit aussi la réaction spontanée des gens qui pleurent ou qui sont complètement éberlués par les personnes qui sont présentes. Et on est voyeur un peu là-dessus. Hein? Mais surtout pour un truc comme ça. Là. Ben Ouais. oui. Hein? C'est du sport, mais rendu là, c'est même plus du sport. Là. Ce qui reste du sport, le tennis. Et là, on s'entend. OK, célébrer une victoire quand tu es un sportif, tu remportes un match, ça va, c'est normal. Mais là, narguer les spectateurs, ça, on dirait que ça passe moins bien. Puis c'est rare qu'on le voit. Ça s'est fait, donc, récemment. Yulia Putintseva, c'était il y a 3 jours lors de l'Open d'Australie. Et là, on voit les images, mais qu'est-ce qui est arrivé exactement? On dirait qu'elle est visiblement pas contente. Les gens la huent. En fait, les fans de son adversaire, les fans turcs, étaient très exubérants. Puis, tu sais, il y a aussi ça, des fois, on le voit. Puis pourtant, c'est en Australie, là. C'est pas en Turquie. Pas sur place, non, c'est mais ça. quand même, des fois, tu as des fans qui sont un peu trop exubérants, un petit peu trop bruyants. Puis au tennis, c'est un sport quand même d'étiquette. Tu applaudis sur les beaux coups de l'adversaire, mais qui applaudissait sur ses erreurs à elle, qui applaudissait sur quand elle manquait son premier service. Fait que je pense qu'elle l'a... On voit, là, fesse-toi. Ouais. Elle l'a encaissé. Puis elle l'utilisait comme énergie. Mais tu sais, Novak Djokovic, le plus grand de tous les temps, le fait souvent. Il a souvent été hué quand il jouait contre Nadal ou Federer. Il a souvent été... Puis il a souvent... Peut-être pas twerké comme ça à la fin, mais il a souvent nargué les spectateurs qui prenaient pas de son bord. C'est une bonne guerre ou c'est... Parce que j'ai l'impression, est-ce que c'est nouveau dans ce sport-là? Bien, moi, ce à quoi j'associe le plus ça, c'est à Novak Djokovic. Ouais. On l'a vu très souvent faire ça parce que Novak est... Les gens caractériels. Ben, c'était celui qui venait fausser la donne. Les gens aimaient Nadal ou Federer. Novak, au début, n'était pas aimé par personne. Fait que souvent, puis il l'a dit lui-même, il a carburé à ça. Il a offert des meilleures performances parce que le public était contre lui. Ça lui donnait du gaz. Oui. Fait que peut-être qu'elle, puis elle l'a dit dans l'entrevue après, elle dit « J'aime ça, moi, utiliser ça ». Là, est-ce que c'est too much? Est-ce que c'est un peu trop? Est-ce que les gens... Moi, je trouve que c'est pas encore exagéré. C'est pas comme si ça faisait quelque chose de vulgaire ou un manque de respect flagrant. Mais clairement, elle salue les gens qui n'ont pas pris pour elle. Elle les nargue un peu. Mais une chose est sûre, elle a du caractère. Ben oui. Et ça, c'est intéressant. Mais c'est intéressant. un sport aussi, tu l'as pratiqué presque professionnel. Il y a du psychologique et du physique là-dedans. Non, mais il joue avec ça. Ouais. Il y a aussi pour l'adversaire, c'est que Djokovic le fait justement, c'est tu joues dans la tête de l'adversaire quand tu es baveux, même quand tu peux te tenir debout devant une foule. Brad Marchand au hockey, par exemple, qui jouait pour Boston, mais qui maintenant joue en Floride, à Montréal, quand il faisait, il nargue les gens et ça fâche. Tu joues dans la tête de l'adversaire. Aussi, oui. Mais ça manque un petit peu de classe quand même. Bien, j'avoue que oui, ça dépend des mouvements aussi. Là, dans son cas, peut-être que c'était. Mais en même temps, ça me rappelle. Non, mais dans les années 60, j'allais dire, est-ce qu'il y a des mauvais gagnants? Tu sais, je me rappelle de Mohamed Ali, quand même, qui, justement, au sommet de sa gloire, était défiait le public aussi, puis se pensait bon. Non, se moquer de la personne qui venait de hockey. Puis beaucoup de gens décriaient ça à l'époque en disant justement peut-être que ça manque de classe pour un champion de cet ordre-là. Ben, moi, je trouve que ça manque un petit peu de classe. Mais je trouve pas ça scandaleux, disons. Je trouve pas ça fâchant outre mesure. Puis, tu sais, on en parle présentement. On parle du tennis. C'est ça. Puis, Faut Je dire que le dirais que tennis, dans l'échelle des choses scandaleuses présentement. c'est tranquille. J'avoue, oui, t'as raison. Il y a pire que ça. Oui, mais le tennis, il y avait eu dernièrement avec le golf aussi. C'est parce que c'est un sport où les gens sont respectueux habituellement. Ouais. Tu sais, on voit le football en Europe, par exemple, le soccer. C'est plus policé. Toute la foule crie, puis des insanités, tout ça. Parce qu'au tennis, on se tait, on parle pas. Oui. Et là, on le voit aux États-Unis, des gens au golf se mettent à crier des insanités, tout ça, et les gens sont fâchés. Techniquement, au golf, on se tait. Rory McIlroy, qui est assez poli, qui avait insulté le public, là. C'est ça. Mais c'est ça, c'est des sports où le public est plutôt respectueux. Fait que quand le public déroge de cette règle-là, c'est là qu'on se met à en parler, l'athlète peut s'enflammer un peu plus. Oui. Prochain sujet, juste avant d'aller à la pause, c'est sûr qu'il y aura un film un jour, s'il n'y en a pas déjà un qui est en préparation. Après 10 ans en cavale, l'ancien Olympien canadien et Ryan Wedding, c'est sûr, vous en avez entendu parler, on l'a surnommé le Pablo Escobar des temps modernes. Et là, il a été arrêté au Mexique. Ensuite, on l'a ramené aux États-Unis. C'est passé vendredi et il y sera jugé.
Histoire complètement folle. Écoute, ton intro est tellement pertinente. Le film s'en vient. Scorsese la série va faire un s'en film vient. ou peu importe. C'est incroyable comme histoire. Je veux dire, c'est un jeune de bonne famille, là, hein, pas dans un milieu difficile ni rien, élevé là, près des pentes de ski en Colombie-Britannique, devient bon en snowboard. C'était le début du snowboard aux Olympiques. Donc, il arrive en 2002, il est dans l'équipe olympique. Bon, il gagne pas de médaille, il arrive 24e, mais quand même, se rendre aux Olympiques, c'est quelque chose, là, tu sais. Et puis après ça, c'est là que ça se gâte. Hein? Il rentre à l'université et là, il lâche l'université, devient bonne sœur, commence à faire de la musculation et là, commence à s'impliquer un petit peu dans le trafic de drogue, marijuana. Il est arrêté une première fois en 2008, fait de la prison et là, se repent dans le portrait que mes collègues Daniel Renaud et Vincent Larouche ont écrit, c'était vraiment il se repent devant le juge, dit écoutez, je regrette vraiment, j'ai vu les ravages de la drogue en prison. Écoute, c'était à pleurer là, son témoignage. Il sort de là, bang, on reprend la patente, let's go, puis là on se lance dans la cocaïne. Et ça devient un empire. On parlait de Pablo Escobar. C'est vraiment l'analogie est très bonne. Hein? Exact, c'est De la poudreuse à la poudre. C'est dans la bon vie, fort. Lui, il est payé pour faire ça. Ça fait rêver, lui. Hey! Fait que oui, c'est ça. Son surnom, c'était le snowboarder, évidemment. Ben oui. Hein? Oui. Et l'opération policière pour l'attraper, c'était l'opération Giant Slalom, les Wow. jeux de mots de Ah, ski. mon Dieu, oui. C'est le festival du jeu de mots de ski. Oui. Mais bref, oui, écoute, la haute gomme du FBI est sortie. Il était sur la pour- liste des plus recherchés Oui. au monde par l'FBI. Hey, l'argent qu'on donnait, voyons, la récompense, Oui. c'était 15 millions de dollars là, pour Puis là, il aurait dû se quiconque mettre à la gang puis capturait- régler ça. Il risque quoi? Prison à vie? Oui, oui. Ah, là, on est... Non seulement il y a le trafic de drogue, mais tout l'autre aspect de son, disons, son œuvre criminelle, c'est d'avoir fait tuer ses concurrents. Donc, lui, il éliminait les concurrents, les autres trafiquants de cocaïne qui s'alimentaient au même cartel mexicain que lui, le cartel de Sinaloa. Donc, il les a tous fait tuer. Il a engagé des sicarios, des tueurs à gages mexicains pour tuer ses adversaires. Et c'est Ça n'a quelque pas de chose. bon sens. là. Puis, tu sais, blanchiment d'argent, en plus de ça, le trafic de Oh. drogue, subordination, intimidation de témoins, peut-être meurtre aussi. En tout cas, tout ça, c'est une longue liste. Comment ils ont fini par le trouver? Il s'est rendu rendu. lui-même. Mais pourquoi? Ben, c'est parce que c'est probablement le cartel, ses amis mexicains où il s'était réfugié au Mexique. Là. Fait que le cartel, tu sais, bon, il devenait peut-être une petite épine au pied. Là, Je pense qu'il hein. avait C'était avait un peur peu de mourir fatigant. aussi. Deux, il avait peur de se faire tirer. Mhm. Donc, il s'est rendu. Puis là, c'est tout un colosse. Hein? C'est toute une pièce d'homme. Il mesure Un athlète. plus d'1,90 m, plus de 100 kilos. Donc, c'est vraiment Ben, on le voit tout là-dessus, un là, bonhomme. Là. Oh oui, c'est c'est ça, ça, sur exact. l'image, on le voit. Il est vraiment plus grand que tous les agents du FBI qui l'entourent. là. Mais le danger, c'est quand il va y avoir des séries, des films, je sais, c'est qu'on glorifie ce genre de personnage. Oui. Puis à voir si ça va mettre un frein aux activités de ce réseau-là. Peut-être C'est pas, sûr j'imagine. que non. Ben non, c'est ça, ça va C'est pas. sûr que non. Il sera avec nous après la pause. Non, avec nous. Et on oui, tu refais ta job, va. On pensait que le tofu serait là, ben pour toujours, que ce serait la nourriture du futur. Et si c'était plutôt le steak, la nourriture du futur, on vous en parle au retour.
Francis. Fier partenaire et confort dont va se le dire. Explorez l'univers du thé. Bon, des restaurants végétaliens qui ferment, là, les ventes de tofu baissent, c'est clair pour plusieurs personnes. Le mouvement végétalien est en déclin, surtout que pendant ce temps-là, la consommation de viande, elle, atteint des sommets historiques. Et là, je vous rappelle, juste pour qu'on se mélange pas, le vegan, c'est donc exclure de son alimentation tout ce qui est produit d'origine animale. Donc, ça veut dire pas de viande, pas de fromage, pas de miel non plus. On a MC qui est indissociable de la cause végétalienne. Tu dois capoter. Non, mais ce qui se passe, il faut l'élargir. C'est parce que ce qui se passait avant, je vous donne un exemple. Mon frère, quand j'étais jeune, était allergique aux œufs. Ce qui se passait quand il arrivait à l'école, il n'y avait pas d'œufs dans son lunch, puis on lui disait mange pas le lunch des autres, puis s'il y a un buffet, prends-les pas. Et là, avec le temps, aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. S'il y a un jeune allergique aux œufs, l'école devait s'arranger puis qu'il n'y ait plus d'œufs. Et tous ses amis de la classe ne devaient pas avoir d'œufs non plus, d'un coup que. Donc là, on revient. Même chose quand vous invitez quelqu'un qui était végétalien ou végétarien, on ne mangera pas de viande. Parce que cette personne-là n'en mange pas, comme quand il y a une personne anglophone dans la salle, il faut tous parler anglais pour qu'elle comprenne. Et là, il y a un retour des choses. Et j'ai des amis végétariens et végétaliens, j'ai pas de problème avec ça, mais ils arrivent chez moi et... Avec leur lunch. Non, mais pour cette personne-là, Il y elle en ne a qui le mangera pas de font. Il y viande. en a qui le font. Mais moi, j'ai le droit de manger de la viande avec cette personne-là, et ce n'est pas la majorité à se plier à la minorité. Donc, moi, ça me réjouit un peu. Évidemment que c'est pour sauver la planète, pour la santé physique, ça, c'est bien le végétarisme. Mais ce qui m'énerve, c'est quand la majorité doit se plier Je comprends. à une minorité. Mais il reste qu'il y en avait beaucoup de monde qui était végétalien. Qu'est-ce qui fait que ça bat de l'aile, ce mouvement-là? Qu'est-ce qui se Écoute, passe? moi, je pense que c'est la tendance, l'espèce d'alerte rouge Ouais. qui s'est développée autour des aliments ultra-transformés. Donc, le Beyond tout, là. Beyond Meat, Fromage. les laits végétaux, les fromages. Si tu regardes les ingrédients de ces produits-là, il y a beaucoup d'ingrédients. C'est pas santé, là. Moi, Ouais. j'ai été végétalienne pendant 3 mois pour un reportage l'an dernier. OK, c'est un banc d'essai. Tu as fait Oui, un... j'ai été passer des tests à l'Institut de cardiologie avant et après l'expérience. Et les effets sur la santé sont OK, spectaculaires. ça a marché, là. Ah! Ça a marché. Écoute, tout a baissé. Tout le cholestérol. J'ai plus besoin de prendre des médicaments pour les reflux gastriques. Même si c'est ultra transformé? Bien, c'est-à-dire que moi, j'avais suivi une diète végétalienne sans aliments ultra Ah, transformés. c'est ça, quand je même. comprends. Basée sur, tu sais, il faut vraiment cuisiner tout ça. Mais Ouais. le Est-ce que, suite aux bienfaits, tu dis c'est le jour et la nuit, Ah oui. est-ce que tu as envisagé de poursuivre? Pour- J'ai pour ta santé? poursuivi. C'était trop difficile. Le végétalisme pur, là, que tu dis, tu sais, pas de fromage, Oh oui, c'est pas ça. de lait, pas d'œufs, c'est dur. Tu sais, c'est beaucoup Pas de de fruits de mer. planification. Non, poisson, viande, tout ça, c'est de la viande. Ça, c'est pas bon. On n'a pas. Le tu sais. mal. Le mal, c'est ça, exactement. Donc, c'est beaucoup d'efforts. Puis, c'est ça. Non, je suis restée comme, je te dirais, végétarienne aux 2/3 à peu près. Quand tu sais. même. Mais moi, je suis pour ce que tu dis, là, c'est très important. Moi, je suis pour la flexibilité. Tu sais, tu vas manger chez quelqu'un, on te présente un rôti de bœuf, tu le manges. Tu sais, tu mourras pas là, si tu manges. C'est en mode hybride comme le télétravail. Il faut que ça soit un petit peu des deux. Exactement. Ou les voitures. J'ai une Oui, autre ligne. Le végétarisme, c'est comme la religion. Tu as le droit, mais achète-moi pas avec ça. Ah, c'est bon! 3, 4! Mais ou alors, si tu prépares un repas végétarien et que tu vas le servir à des gens Oui. majoritairement carnivores, il ne faut pas le leur dire. Si tu ne leur dis pas, Ça, c'est vrai. c'est vrai, C'est un certain. bon truc, ça. Si tu ne leur dis pas, Souvent, bien ils s'en souvent, ils ne aperçoivent le pas. constateront même pas. Ouais. Ah, Moi, ben j'ai non. des recettes de lasagne, de pâtes végétariennes, et ce que tu vois de ta pâte et ce que tu goûtes, tu as l'impression de manger ouais. de la viande. Mais si tu le dis, catastrophique, tu as des réactions comme Ben la oui. sienne. Es-tu En végétarienne? plein milieu de ton repas. Végétarienne? Moi, je ne suis pas végétarienne, mais je serais moitié-moitié. C'est ça, un hybride. Moi, je fais très attention à ce que je mange. Je ne mange pas d'aliments transformés. Je fais moi-même mes sauces. Je fais le maximum. Je pars du produit frais. C'est ça Avec- l'important, c'est un en fait. réchou. Hein? Moi, j'ai Partir moins des eu le temps de produits faire frais mes sauces cuisinés. récemment. Là. Mais es-tu vegan? Es-tu végétarien? J'étais un an, moi. Ah, Mais OK, pas quand même. végétalien. Végétarien. Ouais. Végétarien. Tu sais, j'ai pas arrêté le fromage. J'ai Les pas œufs, arrêté je comprends. les œufs. Donc, tu es le miel. végétarien. Oui. Je l'ai fait un an. Puis moi, c'était que par cruauté animale. C'est ça, c'était par conviction. Mhm. Puis, C'était pour l'éthique animale. Oui, parce que j'avais vu des documentaires, puis je suis toujours conscient. Puis c'était l'unique raison, parce que moi, j'aime le goût de la viande. C'est pas comme, tu sais, il y en a qui après... Oui, que ça leur à tombe sur certaines le cœur. périodes, sans manger ça, après, ça leur tombe sur le cœur. Moi, zéro. Un bon steak, je trouve ça délicieux. Je l'ai toffé un an.
j'ai recommencé. Je peux dire que je suis ce qu'on appelle flexitarien. Fait que justement, si je suis reçu chez quelqu'un qui me sert de la viande, je vais manger de la viande. C'est ça. Mais j'achète pratiquement plus de viande. comprends. Moi, de la viande, c'est associé à quand je vais au restaurant, puis je prends le steak. Je pense Ou qu'on est t'es juste reçu. tous plus conscients. Ou t'es C'est ça reçu. qui a Ou quand je suis changé, reçu, je vais jamais dire hey, je mange pas ça. Mais chez moi, là, je mange plus de viande rouge. Puis d'ailleurs, moi, je suis associé à cancer colorectal. Oui. Ça fait une couple d'années que je fais des choses pour eux. Puis ils m'ont dit que la cause numéro 1 des cancers colorectaux, viande. la viande rouge. Hein? Oui. Puis les Ah, oui. charcuteries. Très mauvais. Caroline, on est Moi, ce que j'ai trouvé le plus dur dans l'expérience végétalienne, là, c'était le fromage. Le? Ah, oui. Renoncer au d'aller dans le fromage. fromage. C'est vraiment bon du fromage. Ah non, du fromage. Du là. fromage. Fromage, appelez pas ça de même des gens en partant. Tu manges du J-Pro. Il y en a des meilleurs que d'autres. Il y en a des meilleurs que d'autres, mais en général, c'est pas très C'est bon. ça. Et c'est pas très santé. C'est Si gras. tu Ah non, regardes les même pas. ingrédients. Non, c'est fait. gras. C'est fait avec de l'huile de noix de coco, souvent. Puis ça, c'est très mauvais Le pour le cœur. fromage, c'est Oui. aussi le fun que du vin rouge sans alcool. Ah, mon Dieu. Ben oui, rendu là, bois du jus. ressemble à Ouais, ça. autre chose. Ouais. Mais là, pendant qu'on est dans la consommation, on sait que tout est rendu cher. Et là, il y a un sondage léger qui a révélé que presque un consommateur sur deux serait prêt à accepter une diminution de ce qu'on appelle maintenant l'expérience de magasinage pour que les prix baissent. C'est quoi l'expérience? C'est-tu juste le décor de l'épicerie, mettons, ou du magasin? en question? Vous le vivez, par exemple, quand vous allez à l'épicerie, puis bon, il y avait beaucoup de caissières et de caissiers dans le passé. Maintenant, Aujourd'hui, oui. vous avez remarqué, il y a beaucoup de machines. Deuxième chose, ben, il y a des... Martin Matt, par exemple, fait de la publicité pour une épicerie. Oui. Vous avez remarqué que le décor n'est pas top-notch, là. Oui. Donc, c'est un petit peu plus minimaliste. On est plus en mode entrepôt qu'en mode... On coupe là-dessus. Jérémy Demé aussi fait de la pub de meubles de ce genre-là. Et là, c'est ça la question. Évidemment, il y a deux choses. La première chose, les gens magasinent de plus en plus en ligne. Donc, c'est assez partagé parce que c'est Léger qui a décidé de faire une recherche. Oui, ils sont aperçus que le 2 tiers des gens seraient prêts à dire hey, moi, oui, si je paye moins cher, Oui. je m'en fous. Ça. Mais il y a encore une bonne partie des gens, surtout les gens qui magasinent et qui ne veulent pas magasiner en ligne, qui disent ça vient avec l'expérience quand même. J'aime ça, un beau magasin. J'aime ça, une place où quelqu'un a du temps pour me répondre. Quelqu'un, et moi, étant un rebelle, moi, à l'épicerie, je continue à aller à la caisse parce que je trouve ça absurde Ben oui. qu'il y a des gens qui travaillent, il faut donner du travail aux gens, que ce soit la machine qui remplace l'humain. Je trouve ça Tellement. plate un peu, Tellement. scanner mes bébelles moi-même. Puis je sais pas, il y a quelque chose de plate Ça marche là-dedans. pas le 3/4 du temps. Ça marche pas, faut que tu appelles le commis de toute façon. Fait que vas-y Fait directement. qu'on a à la beaucoup caisse. parlé de la statistique du fait que, oui, les gens étaient prêts à payer une majorité était prêts à payer moins cher si l'expérience était moins intéressante, mais il y a encore un bon 25 des gens qui disent, moi, là, je suis prêt à payer plus cher si l'expérience est intéressante. Mon Mais Dieu, plus présente-les-moi Par- parce oui, que... mais par exemple, moi, tu j'entends magasines pas du ça. vin ou quelque chose, tu sais, j'y connais pas, ou du fromage, quelqu'un va prendre le temps de me l'expliquer. Aller au restaurant, par exemple, on le fait, là. Quand on a un bon service, tout ça, on donne plus que 15 on donne 20 ou 25 Ouais, ah, je on est prêt à comprends payer un ça, peu ça. plus cher. On n'est pas majoritaire. mais il y C'est en- votre cas? Mais plus cher, non. Non, moi, je crois que plus cher, non, parce que c'est déjà assez C'est cher. Et je considère que la majorité des gens, s'ils avaient un endroit correct, propre, et qu'on leur facturait 25-30 de moins, beaucoup de gens y iraient. Ah, c'est sûr. Et moi, la première. Honnêtement. Ben, moi, ça me... Je sais pas. Moi, justement, tu parlais des différentes chaînes d'épicerie, là, dont celle qu'annonce Martin Matt. Tu sais, on s'entend, c'est pas tout à fait la même chose d'aller là que d'aller dans d'autres chaînes. Ouais. Moi, Des fois, j'ai un peu l'impression qu'il y a eu une tornade, puis là, Oui. on s'en va à l'endroit Oui. où il y a les vives. Là. Ça C'est dépend. une scène que je nomme pas. Là. Ça dépend, t'es où. Il y a la chaîne, puis il y a le quartier aussi. Aussi. Oui. Parce Oui, que absolument. moi, j'ai vécu dans Hochelaga, qui est déjà moins... Puis justement, c'est cette épicerie-là versus celle-là, mettons, à Boucherville. Ouais, Deux mondes complètement t'as différents. raison. Mais c'est ça, on parle à travers des mots codés. Là. On peut pas dire où. C'est comme le fromage, c'est un code. ça, Ouais. pour Voyez-vous, dire, les tabous sont pas où on pense, hein? Non, Les noms de exactement. compagnie, c'est le mal. Et voilà, le premier ministre Carney a voyagé. Écoutez ça, dans 21 pays. Ça, c'est depuis qu'il est en poste, donc ça fait 1 an et quelques. Presque 1 an. C'est-tu vraiment nécessaire? On en parle au retour.
très sérieux parce que là, on va parler de politique. Mais là, je vous donne des pays comme ça, qui est la France, la Chine, le Qatar, la Suisse. Non, ce n'est pas la liste des voyages donc sur l'itinéraire de voyage de noces de Louise Deschâtelet, mais plutôt... Ça aurait pu, mais les pays plutôt que le premier ministre Mark Carney a visité, rien que depuis le début de l'année, ça. Donc, on s'entend, oui, sa présence à Davos ensuite, ça, on le sait, ça a été bénéfique pour tout le monde, mais voyager pour le premier ministre, ça peut aussi devenir une lame à double tranchant. On en parle avec l'ancien conseiller politique du gouvernement Harper, Rodolphe Ossini, mesdames et messieurs. Bonjour. Pourquoi c'est important pour un chef d'État? Là, mais disons qu'on prend l'exemple de Davos. Pourquoi c'est important de se rendre dans un endroit comme ça, un forum économique? Ben, tout d'abord, parce que le premier ministre est quand même en fonction depuis pas longtemps. Ça Ouais. veut dire de rencontrer d'autres chefs d'État, nouer des relations personnelles, c'est important. Des fois, on zoome, hein, on sait comment c'est pas la même chose qu'on zoome. On a besoin d'avoir un tout petit peu la dynamique. Et surtout, logistiquement parlant, aller à Davos, au Forum économique mondial, tu t'économises 12 voyages internationaux. Tout le monde est parce là. que tout le monde est là. C'est À ça. la fois les chefs de gouvernement, les chefs d'État, les ministres, des compagnies étrangères. Donc, en fait, c'est comme un gros speed dating, pour être tout à fait franc. J'étais là-bas, je suis allé 2 fois. On était là, puis des fois, c'est comme « Ah, attends, il y a le ministre indien qui est là, viens, on va l'attraper. » Ou « Ah, attends, il y a le chef d'État qui est là, on va l'attraper. » Donc, il y a moins de barrières, peut-être aussi, Oui. parce que j'imagine que c'est comme un gros congrès, tu es dans un souper, ben, on va aller jaser avec un tel. Oui, tout à fait. Ben, moi, quand je suis allé, par exemple, avec le premier ministre Harper, un premier ministre, normalement, a peut-être 8-10 gardes du corps. Ouais. Mais comme Davos, il y a tellement que des chefs de gouvernement, des chefs d'État, si tout le monde venait avec son entourage de sécurité, il y aurait plus de gardes du corps que de gens. Donc, c'était drôle. À chaque porte, on en laissait 2. Donc, à la fin, qu'on était dans le petit forum, il n'y en avait plus 1 ou 2 par chef d'État. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'on peut plus s'attraper. Moi, je me souviens, j'avais ouvert une porte parce qu'on allait à une réunion et hop, il y avait Shimon Peres qui était assis à côté. Ah, Prime Minister, Prime Minister. Puis vous pouvez leur parler Ben, on a facilement assis comme ça. Je me souviens une autre porte que j'ai ouverte. Voyons. Bill Gates. Bill Gates était là. Ah, Prime Minister. Hello, Bill. Ouais, on s'est assis. Desmond Tutu. Tout le monde est là. C'est pour ça que je vous dis, il y a des fois des rencontres qui sont planifiées. Puis d'autres, c'est juste, ah, ben tiens, il est là, lui, viens, on va aller lui Un peu parler. d'impro. Puis comment ça fonctionne? J'imagine, ben, tu pars en délégation. Il y a Oui. combien de personnes? C'est comme... Ben, ça dépend, en fait. Déjà, il y a toute la sécurité, etc. Oui, déjà Donc, ça, ça, ouais. déjà, c'est beaucoup. Il y a ce qu'on appelle les éclaireurs, les gens qui vont avant nous pour préparer la visite. Ensuite, on a tout le support logistique. Hein. Des fois, c'est comme... On peut pas tout le temps imprimer, tu sais, on peut pas aller en bas de l'hôtel puis imprimer nos affaires confidentielles. d'affaires. Au centre d'affaires, non. Souvent, on amène nos imprimeries. Tu sais, surtout en Chine, je vous conseille pas. Hein. Tu sais, Oui, en c'est Chine, ça. on amène son téléphone, on le jette après, son ordinateur, on le jette après. Donc, c'est pour ça que des fois, on vient avec pas mal de bagages. Ça aide d'avoir l'avion du premier ministre pour mettre tout Ben ça. oui. Puis est-ce que tout le monde voyage? Tout le monde est au même hôtel? Tout le monde va super ensemble? Non, pas du tout. À Davos, par exemple, c'est par hiérarchie. Ça veut dire Oh. les chefs de gouvernement. Tu peux pas booker dans n'importe quel hôtel. C'est vraiment Davos qui s'en occupe, le forum. Alors, les chefs de gouvernement sont dans certains hôtels, les ministres sont dans certains hôtels. Moi, je me souviens, une fois, je suis descendu, puis ça y est, je vais vous dire des secrets. Oh. Il y a même des rencontres fédérales, provinciales qui se tiennent à Davos. Des fois, on se rencontre plus à Davos qu'au Canada. Moi, par exemple, avec Incroyable. le premier ministre Harper, on a rencontré Jean Charest. Une petite rencontre comme ça va bien. Un hasard. Un hasard, etc. Il est même arrivé en retard, Jean Charest, d'ailleurs, à la réunion. Et moi, j'ai déjà été le traducteur de Pauline Marois parce que on était là, le ministre était là. J'ai dit, est-ce qu'on peut discuter un tout petit peu? Elle a dit, oui, pas de problème. J'ai dit, parlez en français. Moi, je vais traduire. Dans Puis, son anglais. on Elle a eu une parlait rencontre- tellement bien anglais. On a fait une rencontre fédérale provinciale à Davos. C'est des fois, on a un peu moins de pression qu'au Canada. J'ai une carte pour vous, juste pour vous donner une petite idée, parce que ça fesse quand même. Donc, Carney qui a effectué 15 voyages dans 21 pays depuis le quand début même. de son mandat. C'était le 14 mars 2025, donc il y a plus ou moins 10 mois. Et là, on a la liste des voyages qui sont prévus dans la prochaine année. Et là, de l'extérieur, il y en a peut-être qui vont se dire, ben voyons non, à quel moment ça peut devenir, C'est un- disons, une arme à double tranchant, ça peut se revirer contre toi. Écoute, tout d'abord, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'il y a des Canadiens qui vont se dire, mais attends, il n'est jamais au pays, Ben, c'est etc. Tu as un peu l'image d'un globe-trotteur dilettante. Donc, il faut faire attention. De deux, c'est pas parce qu'il y a à l'étranger qu'il n'y a pas des problèmes au Canada. On sait, par exemple, des crises. On sait, quand on a vu avec Pauline Marois, quand il y a eu lac Mégantic, quand il y a des incendies, etc., si le premier ministre ne peut pas réagir. Donc, des fois, nous-mêmes, en tant que conseillers politiques, on dit, ouh, ce voyage-là, il est un peu long, là. C'est pas bien non plus, des fois, Ouais. d'être un peu trop loin de la capitale. Donc, c'est un peu pour ça, c'est difficile. Mais pour un nouveau premier ministre, surtout avec le contexte actuel où on doit essayer d'avoir des nouvelles relations, c'est normal qu'un premier ministre voyage, mais il peut avoir l'image comme ça d'un globe-trotteur. Un tout petit peu comme la gouverneure générale, là, qu'on ne sait pas trop. Oui, non plus, rappelons-nous, des fois, c'est combien vrai. elle voyage. Et surtout, ça coûte cher et des coûts que tu ne contrôles pas.
Moi, j'ai déjà connu une ministre qui a dû démissionner pour un jus d'orange à 16 $. Donc, il faut faire attention aussi quand Mais tu voyages. Est-ce que c'est parce que des fois, il n'y a pas de résultat? Tu sais, des fois, on entend, bon, ça fait 6 jours, la mission économique, finalement, aucun accord n'a été conclu. C'est peut-être là qu'on devient cynique. On dit, ben là, Exactement. En fait, la réalité, c'est que normalement, en tant que conseiller politique, tu veux pas que ton premier ministre décolle si on n'a pas déjà un accord, puis comme on dit, les communiqués de presse sont pas déjà canés. ah oui, OK. Des fois, il arrive qu'il y a certaines négociations de dernière minute, mais comme conseiller politique, tu veux pas. Normalement, la règle, c'est l'avion ne décolle pas tant qu'on ne s'est pas entendu. Je peux croire que l'avion, par exemple, n'a pas décollé pour aller en Chine. Il savait déjà c'était exactement quoi qu'à négocier. Mais des fois, je peux vous le dire, avec d'autres pays, ça arrive qu'on négocie dans un pays où en marge d'un sommet. Moi, je me souviens des fois, tout le monde pense qu'on est un sommet du G20 au Mexique, mais en fait, on est en train de négocier un accord avec l'Union européenne, personne ne nous voit, etc. Donc, des fois, on utilise certains sommets pour parler d'autres sujets comme ça. Il y a pas les... Parce que le problème, c'est, comme tu viens de le dire, il y a des attentes. Quand un premier ministre voyage, qu'est-ce qu'il ramène avec lui dans ses valises? Qu'est-ce qu'il a fait comme accord? Puis, des fois, ça prend plus qu'un voyage. Mais donc, ça veut dire qu'on entend M. Carney s'en va en mission économique, je ne sais pas, il s'en va en Europe. Oui. Il faut s'attendre à une annonce dans les prochains jours, ou en tout cas, il espère Normalement, faire une c'est annonce. ça. Ou sinon, ben, après, il va revenir. Puis s'il fait ça trop de fois, les gens vont dire « Hey, t'as ramené quoi, là, à part des stamps? » Au duty free, peut-être, je sais pas. À quel point ça repose sur la performance là-bas? Dans le sens, tu sais, Ouais. vous le dites, des fois, c'est déjà en amont un peu présigné. À quel point ça dépend de la bonne entente ou des conversations qui font du chemin entre Mark Carney et le premier ministre ou le président de tel pays? Des ou fois, que ça tout est aide. déjà un peu fait? En fait, des fois, ça aide de se rencontrer, d'avoir un certain lien personnel pour qu'ensuite, quand tu rentres au pays, puis que les ministres ont négocié, mais qu'on arrive à une embûche, ben, le premier ministre peut prendre le téléphone, appeler un autre chef de gouvernement, vu qu'ils se connaissent, vu qu'ils ont une certaine chose, prendre le téléphone. Moi, à mon époque, j'ai déjà vu, par exemple, le premier ministre Harper prendre le téléphone, appeler Angela Merkel, dire, bon, on a-tu un accord? On n'a pas d'accord. Directement, Puis, là. oui, directement. Puis après, c'est comme, parle à l'Union européenne, moi, je parle à mes négociateurs, puis écoute, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Donc, mais ça se fait pas s'il n'y a pas une certaine forme déjà de confiance qui s'est développée. Puis comme pour une amitié, ben, ça prend du temps. Ben oui, Et c'est ça ça. prend une rencontre de personne à Oui, personne c'est ça, aussi. c'est ça. Parce que le téléphone, c'est bon. Mais les c'est pas vidéos, tout le temps. Mais c'est pas pareil. C'est Et les ça. gens, est-ce qu'ils parlent toujours en anglais ou ils ont des traducteurs? Ils parlent dans leur langue maternelle? Ça dépend. Moi, ce que j'ai toujours trouvé ça drôle, c'est que les Russes, moi, j'ai déjà fait des rencontres avec les Russes où, bien évidemment, ils utilisent un traducteur, mais ils corrigent des fois leur propre traducteur en anglais. Ça, j'ai trouvé ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit, puis ils le disent en anglais, puis après, on fait, ben, on continue, puis il fait niet. Puis il continue. drôle. Donc. Mais sinon, ça donne du temps aussi à réfléchir pour ça, Ben que oui, tu utilises un absolument. traducteur. Puis là, il ne faut pas oublier que son objectif à M. Carney, c'est de diversifier Tout à fait. tu sais, nos marchés économiques. Là. Fait que toutes ces relations personnelles-là qui se nouent dans ces voyages-là Ouais. vont servir à ça. là. Servir à ça. Moi, c'est toujours, je veux savoir ce qui se passe derrière. Parce qu'il y a toujours la photo officielle avec M. Macron avec. Mais quand il ferme, c'est. Fait que. Je reviens Comment qu'on bientôt. gère ça? Je reviens Mais tu sais, bientôt comment ça parce- se passe, tu sais? Non, c'est sûr, il y a toute une dynamique, il y a Ben oui. toute une question de personnel, et après, il faut pouvoir prendre le téléphone, puis des fois, il faut voyager, mais on n'est pas à l'abri des critiques qu'on voyage trop en politique. Ben non, c'est ça. Merci, Rodolphe. Vraiment intéressant. Passionnant, vraiment. Au retour, écoutez ça, un corbeau qui attaque les casquettes des Trumpistes. Mais Quelle belle idée! la pire affaire qui se passe en ce moment.
j'avais hâte qu'on en parle parce que ça donne l'espoir, mesdames et messieurs. Un Américain qui a passé plusieurs mois à entraîner des corbeaux. Et l'idée, c'est que les corbeaux attaquent les casquettes rouges MAGA, donc Make America Great Again, que les Trumpistes portent pas mal tout le temps. Une excellente façon de se faire des amis. Comment il a réussi ça, Alex? En fait, c'est simplement en mettant, justement, on le voit, là, celui qui a dressé plusieurs corbeaux, il met de la bouffe, de la nourriture. Gâterie, là. Ouais, des gâteries. Puis, semble-t-il que je savais pas ça, mais les corbeaux sont ultra intelligents. Oui. Right. Puis, ça leur a pris même pas, je pense, 4 mois, selon l'article. Ils attaquent pas, mais c'est qu'ils enlèvent Ils enlèvent la casquette calotte. parce Fait que ceux qui portent des casquettes MAGA, ben les corbeaux ont commencé à leur enlever leur casquette en espérant avoir le même petit buffet derrière en dessous de la casquette. Moi, Si. j'aimerais qu'on félicite l'équipe de recherche de cette émission. Ils trouvent quand même des choses extraordinaires. C'est extraordinaire. Puis en même temps, dans Incroyable, ton émission qui est de retour, mesdames et messieurs, les vendredis soirs 20h sur ici Télé. Ça, c'est du lien, mesdames et Hey, messieurs. ça en passe. Hey, tout un lien. Oh! Non, mais le pire, c'est que ça serait pas un ovni dans cette émission-là. C'est le genre d'histoire qu'on aurait pu entendre. Genre d'histoire, ouais. Pour vrai, c'est ça un peu. Qu'est-ce qu'il y aura cette saison-ci? Parce que c'est toujours des affaires pas Écoute, possibles. peut-être je vais en dévoiler une. Je vais en remettre une à l'abattoir. Parce que, encore une fois, les gens ne savent pas tout. Il reste 2-3 Québécois qui n'ont pas pris cette émission-là. Dans le sens que les codes d'écoute, c'est pas, c'est pas 1 million comme tout le monde en parle. Mais, Non, mais- ça met en vedette des gens qui J'oublie ton autodérision, Alex. ça met en vedette des gens qui s'inscrivent à l'émission, des gens du grand public qui font pas ce métier-là, qui ont vécu une histoire qui sort de l'ordinaire. Oui. Puis on la commente, puis on la raconte. Des fois, c'est touchant, des fois, c'est impressionnant. Mais moi, il y a une que j'ai racontée cette année qui m'a fait capoter. Un gars qui passe le coupe-herbe sur le bord de l'autoroute. Ouais. Il entend un bruit de freinage, de tôle, un choc. Même pas le temps de se retourner. Boum! Un chevreuil le percute. C'est une voyons. voiture qui a frappé un chevreuil. Et lui, ricochet, le chevreuil, l'a Oh, mon frappé. Dieu. Fait que la femme qui a frappé le chevreuil, elle, ce qu'elle voit, elle frappe un chevreuil et elle voit un gars qui sort magané de l'herbe. drôle, ballon. Elle comprend pas. Elle dit, voyons, j'ai frappé un chevreuil. C'est un humain, finalement. Le gars, il a vécu ça il y a une quinzaine d'années, puis il est venu la raconter. Le gars, il était rodé, c'était drôle en tabarouette. Mais écoute, c'est quoi les chances, honnêtement, qu'il y ait un ricochet parfait, que le chevreuil soit propulsé par le char, Incroyable. comme une quille vient le faire tomber? Ça, je veux pas que ça se sente mal, mais l'équipe d'enquête de la presse était passée à côté de cette histoire. Ils n'ont jamais creusé ça. Tout comme l'histoire des corbeaux dressés. Oui, c'est vrai. C'est du divertissement. Ben oui. Moi, je ris, mais c'est pas drôle. En fait, c'est drôle. Non, mais parce il est que- vivant, il va bien. Oui, puis aussi, la personne s'est inscrite elle-même à l'émission. Oui. Ben oui, c'est Elle ça. voulait Exact. raconter. Elle a survécu. Mais c'est le genre d'histoire, bref, c'est incroyable. Mais Ben, c'est le t'en vendredi rappelles- soir 20h sur Mais ici Télé. t'as des histoires plus touchantes, des fois plus impressionnantes, Oui. puis des fois plus drôles, Ouais. ludiques. Puis le lien, c'est que toi, t'es toujours là. T'es tout le temps là. Oui. toi. Tout le temps. Vous êtes Tout le 3 d'ailleurs, hein? C'est spécial. Ouais, c'est 3 Alexandre Barrette. Exact. Spécial, ça. Ouais. Pas 1, pas 2, mais 3, mesdames et messieurs. Et là, on parle d'histoire incroyable. Il y a ça, en tout cas, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. La Société de transport de Montréal, donc, qui doit verser plus de 2000 $ à un septuagénaire. Bon, un chauffeur ne s'est pas arrêté à son arrêt d'autobus. Lui attendait à ce moment-là. Et là, les procédures ont duré 1 an et il a gagné. Il a obtenu gain de cause. 1 an pour 2000 $. Tout ça est un peu incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est beaucoup de travail pour avoir gain de cause un 2000 $ pour Oui. un truc un peu particulier quand même. là. Oui, c'est beaucoup de travail. Il faut avoir un certain esprit acharné. Moi, j'ai vu ça, tu vois, des fois, Sébastien, dans des histoires de locataires. Tu sais, des Ah locataires oui, ben oui. qui disent, ben moi, non, je me rends jusqu'au bout. Je vais avoir Et puis, réparation. Il y a des locataires qui ont eu des belles compensations, tu sais, en étant acharnés. Hein? Ça prend un certain acharnement. Mais ça, je peux comprendre, parce qu'il y a Oui. justement des propriétaires qui ambitionnent, puis même... Ouais. Mais ça, moi, j'ai un ami chauffeur d'autobus, puis je sais pas c'est quoi, je veux pas parler à travers mon chapeau, mais tu sais, un passager qui peut sembler intoxiqué à l'alcool ou autre, agité, tout ça, tu sais, ils n'ont pas tout le temps non plus une clientèle facile. Non, Fait c'est après, sûr. je veux pas, je prends rien pour acquis, mais je trouve que si le chauffeur a décidé de ne pas arrêter, peut-être qu'il avait une raison, puis peut-être est-elle valable aussi. Ou même s'il Mais- a oublié d'arrêter. tu sais. Mais j'imagine qu'il aurait, opposé le fait qu'il ne s'est pas arrêté parce qu'il trouvait que le gars était sous.
Ou il était peut-être distrait. Ou... C'est peut-être Mais juste c'est ça. sûr que le temps à mettre, regardez ces jours-ci, là, vous avez vu comme moi, comme dirait Guy Lepage, les trous d'autruche, là, on n'est plus dans, Oui, on n'est Ouais. plus dans les nids de poule. Non, mais sérieux, et j'ai ma troisième crevaison vendredi passé, troisième en un mois, parce que j'ai une auto avec des pneus, bon. Je pars, là. Puis, donc, ils m'ont dit techniquement, il faudrait que je pourrais aller revenir contre la ville. Mais là, il faut que je démontre qu'ils ont fait, ils n'ont rien fait pour réparer ce trou-là. Il faudrait que je ne sois pas seul dans ma situation. Il faudrait que J'ai-tu le temps, moi, là de Ben passer non. 50 heures là-dessus pour aller chercher sur 50 piastres, là? Comme les contraventions, des fois, tu sais, d'aller contester, tu fais, j'ai-tu le temps? Puis je vous dis ça comme ça, juste pour vous mettre un petit peu, vous craquer. Société de transport, donc, va donner aux demandeurs 2000 $, 1000 $ pour les troubles, les inconvénients et le stress subi, et 1000 $ en dommages punitifs. Est-ce qu'il est content, le monsieur? J'espère. Moi, j'attends l'autobus, puis j'espère qu'elle passe. 2000 piastres. 2000 $. Après la pause, un des artistes derrière un film canadien, écoutez ça, qui est nommé aux Oscars cette année, un film d'animation qui est vraiment à voir. Là, pendant ce temps-là, on a encore...
nomination pour les Oscars est sortie il y a quelques jours. Et là, il y a 2 films réalisés par des Canadiens qui sont nommés. 2 films, dont le court-métrage d'animation qui est vraiment magnifique. On a des extraits. Un extrait, en fait, de la jeune fille qui pleurait des perles. Sa couleur, son lustre, ses reflets. Je peux te donner $1 pour chaque. Elles sentent la mer, mais ne viennent pas d'une huître, j'en suis convaincu. Où les avez-vous trouvées? C'est une drôle d'histoire. Vous ne me croiriez pas. Film pour lequel notre invité a travaillé comme armaturiste. On va vous expliquer ce que c'est. Il s'appelle Éric Goulet. Bonjour, Éric. Bonjour. Les Oscars, quand on travaille en cinéma, là, c'est le rêve, c'est le Super Bowl. Oui, c'est ça. C'est la remise de prix la plus élevée que tu peux avoir au niveau du cinéma. Ouais. C'est quoi un armaturiste? Un Donc, toi, c'est ta armaturiste. job dans la vie. C'est ce que tu as à côté de toi. Oui, un armaturiste, bon, il faut comprendre, le stop motion, évidemment, ben, on a des personnages. Hein, des personnages, quand on les voit à la télévision ou au cinéma, qui utilisent la technique de stop motion. Ça, c'est le image par image. Oui, l'image par image. On les reconnaît, ils sont faits avec la pâte à modeler, ils sont faits avec du caoutchouc mousse, ils sont faits avec du silicone, toutes sortes de choses. Mais il reste qu'à l'intérieur du personnage, il faut qu'il y ait un squelette pour pouvoir supporter la matière. Pareil comme nous, les humains, là, on a un squelette là, à l'intérieur, alors c'est exactement le même principe. Alors, ça nous prend une armature qui est assez rigide, comme celle-là que j'ai ici, qui est assez rigide pour garder la position. Ça veut dire quand on va le déplacer, on va l'amener à un certain endroit, il va garder sa pose le temps qu'on prend la photo. Et après ça, l'animateur il va le rebouger quelques millimètres pour prendre une autre photo et ainsi de suite. Alors, on a vraiment besoin d'avoir des armatures comme ça à l'intérieur des personnages pour les animer. Et juste pour que les gens comprennent un peu le travail colossal, pour faire 1 seconde, c'est combien d'images? Ah, une seconde d'animation, c'est 24 images pour créer une seconde d'animation. Alors, si tu comprends le principe un peu, tu dis, mon personnage lève sa main en l'air en 1 seconde, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 24. 24 déplacements. Ça veut dire la précision, les petits déplacements, la minutie, là, c'est notre travail, hein? C'est combien de temps, disons, le faire... Là, ce film-là est C'est plusieurs 17 années. minutes. Ouais, c'est combien... C'est à peu près Tu 17 vois, minutes. la jeune fille qui pleurait des perles, il y était 4 animateurs. Alors, il y en avait 2, Laura, il y avait Peggy aussi, puis il y avait Chris, le réalisateur, qui ont animé. Ils ont animé pendant une période d'environ 3 ans. Mais il ne faut pas oublier, il y a eu la COVID au travers de ça. Ça a ralenti la production. Mais il reste qu'il y était seulement 4 personnes pour animer. Et c'est un film de 17 minutes. Et on fait à peu près, 2 secondes d'animation par jour sur une bonne journée. Aïe, 2 secondes par jour. Oui, là, c'est comme si personne ne se rendait compte de tout le travail qu'on fait. Ça, vous êtes aux Oscars et pas nous. Ah, mon ben, gars. C'est ça, exactement, alors, exactement. On a une petite reconnaissance à quelque part. Moi, ce qui me fascine, c'est que là, tu parlais, disons, ce mouvement-là Ouais. dans le film, puis là, ça fait une journée que tu travailles là-dessus, Ouais. puis là, à un moment donné, merde, je l'ai accroché, qu'est-ce que tu fais? Eh bien là, tu t'en vas dans le coin, tu pleures un peu. Et après, tu te ressaisis et tu recommences. Mais écoute, il y a des trucs. Hein. Des fois, on est capable de se rattraper. Si on est comme dans un mouvement rapide, les mouvements rapides, puis on fait une erreur, Tu le vois on moins. est capable de revenir, le replacer à peu près, puis continuer le mouvement. Mais si c'est quelque chose de vraiment beaucoup de minutie, des fois, on est obligé de le recommencer au complet. On peut travailler pendant une journée, 8 heures de temps, puis on manque notre coup. Bon, ben quand je vais revenir demain, je vais le recommencer. Mais là, on voit la jeune fille qui dort avec la main à côté Oui. d'elle et j'ai une petite main dans la mienne. C'est absolument spectaculaire Oui. parce que c'est exactement comme une vraie main. Oui. Alors, ce qu'on En fait, c'est caoutchouc. on commence toujours par sculpter la main qu'on veut avoir. Alors, au niveau de la production, il y a quelqu'un qui est engagé, un sculpteur, il va sculpter la main. Après la main, lorsqu'elle est approuvée, on va faire des moules, pareil comme celui-là ici, on fait des moules en silicone. Un coup que le moule a été fait, ben après, on va être capable de couler du silicone à l'intérieur de ça. Je te prends ta petite main. Et si je la mets ici, mon moule, autrement dit, va être refermé. Et un coup que ça a saisi au bout de 4 heures, on l'ouvre, on sort la petite main de là. Et la main, on l'organisait avec une armature. Alors, tu es capable de plier ses doigts. Il y a des petits Hey, fils c'est à l'intérieur incroyable. de ça pour être capable de l'animer. Puis les émotions. Tu sais, Ouais. parce que là, on a vu mais dans ce film-là, en Oui. tout cas, il y a des gros plans sur les visages, et là, on a vraiment une émotion humaine. Comment Oui. on peut recréer ça? OK, ça, c'est vraiment spécial. Dans le film, pour ceux qui l'ont vu, ceux qui Ouais. l'ont pas vu non plus, je vais l'expliquer un peu. Bien, l'histoire, autrement dit, elle se passe à 2 époques. Ouais. Et lorsqu'on est dans le présent, il y a une certaine façon d'animer des personnages. Et dans le passé, les personnages sont plus stoïques, un peu comme les marionnettes qu'on retrouvait en Europe de l'Est et Oui, tout oui. ça. Hein. Les marionnettes de bois, une expression, puis on change C'est pas. ça. Alors que lorsqu'on est dans le présent, puis c'est ça qui est vraiment le fun, avec l'Office national du film, avec les ressources qu'ils ont et tout ça, ils ont réussi à développer une façon de
prendre les têtes des personnages, ils ont mis un enduit dessus qui est réfléchi avec des rayons, la lumière ultraviolette, et ils remarquent, autrement dit, ils vont chercher les marqueurs qui sont sur la tête. Après ça, ils ont duplicaté, ils ont fait un scan de la tête, et c'est un élément 3D dans un logiciel 3D. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils animent la tête qui est ici en 3D, puis ils sont capables de prendre les images puis venir les déposer sur la tête. Écoute, ça, là, c'est vraiment là, comme la coche au-dessus. Mais avez-vous peur que l'intelligence artificielle, par exemple, remplace l'animation? Ah, quelle bonne question. Je me fais poser tellement souvent. Moi, je vais te dire, dans le passé, j'étais là, je me disais, avant qu'un robot vienne dans mon garage puis qu'il commence à faire des armatures, j'ai du temps. Mais là, c'est pas ça le problème. C'est qu'ils sont capables de bypasser tout ça, puis d'arriver au résultat final, de dire, on veut un film dans le style de Wallace et Gromit. Moi, ce que je pense, c'est que ça va devenir comme un outil qu'on va utiliser. Je sais que tout le monde, présentement, là, qu'est-ce qui arrive avec nos emplois et tout, mais c'est un peu comme quand la photographie a apparu. La photographie, les gens n'ont pas arrêté de peindre pour autant. C'est devenu une forme d'art, puis les gens, c'est devenu un peu plus niché. Bien, c'est un peu la même chose, je pense, qui va arriver. Alors, les gens vont reconnaître, autrement dit, que l'AI, l'intelligence artificielle, on est capable d'utiliser... Parce qu'en stop motion, vous le voyez, hein, c'est énormément de travail sur tous les aspects. C'est vraiment un hybride entre le live action, la prise de vue réelle avec des comédiens, puis l'animation. On est la seule technique, parce que tous les autres dessins animés, animation ordinateur, t'es en arrière de ton ordinateur, tandis que là, on est dans des mini-studios pendant des longues périodes de temps, petite marionnette, puis on l'anime. Quand tu dis action, il n'y a rien qui bouge. Il faut que tu l'apprennes, puis il faut que tu la bouges un peu, puis il faut que tu ailles de l'avant avec ça. Alors, je pense que l'intelligence artificielle va venir nous aider, finalement, sur certaines choses, un peu à l'extérieur de la performance de la marionnette pour nous aider. Vous allez pouvoir voir vos familles. Puis c'est ça, on va pouvoir aller souper à la maison à une heure raisonnable. Comment vous êtes payé? Dans ça, non, mais dans On est payé des millions de dollars. C'est pour ça que je viens... C'est à l'heure. Mais en fait, pas le montant, mais tu sais, vous dites tantôt 4 personnes à l'animer pendant 3 ans. Là, il y a une belle récompense d'être aux Oscars. Mais, mais comment on gagne sa vie? Bien, comme tous les artistes. Je veux dire, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il faut que tu ailles chercher des subventions. Il faut que tu cours après les sous. Il faut que tu aies des producteurs. On est pareil comme vous autres. On est des artistes. On essaie de tirer notre épingle du jeu puis de faire ce qu'on aime. C'est fascinant. C'est vraiment à voir, puis c'est gratuit. Ça, c'est le fun aussi. C'est sur la plateforme de l'ONF, soit sur votre téléphone ou sur Internet. Donc, vous allez sur le site de 7 minutes l'ONF. de pur bonheur. On va aller voir ça, certain. Et la musique de Patrick Poitevin, qui est magnifique aussi, qui s'est chargé de l'habillage sonore, si vous voulez. Merci beaucoup, Éric. Merci d'invitation. Puis un gros merde pour les Oscars. C'est bientôt, ça s'en vient. Après la pause, un cycliste qui vient de parcourir, écoutez ça, plus de 6000 km à vélo dans l'Est du Canada. Juste le petit.
pas si je vous l'apprends, Toronto est enseveli sous la neige. Et là, selon Environnement Canada, il s'agit de, je les cite, la plus importante chute de neige quotidienne jamais enregistrée à Toronto. C'est jusqu'à 60 cm de neige qui sont tombés à certains endroits. Il y a un tramway qui a déraillé. Il y a 500 vols au moins qui ont été annulés. On en parle avec Jean-Philippe Dupuis, qui est coordonnateur en événementiel, qui est à Toronto pour le travail. Allô, Jean-Philippe? Salut, ça va? Ben oui, là, écoute, toi, t'es là depuis ce matin. Là. Qu'est-ce que tu as constaté? C'était très difficile de se rendre à Toronto. Là. Dans le fond, moi, j'ai eu 2 vols d'annulés. Hier, c'était vraiment une ville... On se rend pas là. Ce matin, pas trop pire. Sur les routes, par contre, c'était difficile. À peu près 3-4 sorties de route entre le centre-ville et l'aéroport. C'était quand même... tu sais, pour nous, c'est un petit dimanche. Pour eux, c'est quand même quelque chose. Sais-tu comment... Parce que quand tu vas à New York pendant une tempête, ça m'est déjà arrivé, puis les gens déblaient avec un balai, comme s'ils n'avaient jamais vu ça de leur vie, puis là, tout est paralysé. Est-ce que c'est l'apocalypse à Toronto? Il y a déjà eu de la neige. Ils savent quoi faire, mais je pense que c'est la quantité qui les a surpris. Tu sais, il y a eu beaucoup de fermetures. Moi, tous mes collègues de Toronto, ils ont pas... Personne n'était au bureau aujourd'hui. On a pris ça tranquille à la maison. Fait que journée relaxe quand même pour les Torontois. Parce que je sais qu'à une époque même, c'est déjà arrivé, là, même on en rit encore aujourd'hui, mais l'armée était débarquée quand même pour aider à Toronto à une certaine époque parce qu'il y avait eu une tempête. Mais là, les déplacements, tu sais, je vois les gens qui se déplacent, il y a des voitures. Comment ça marche? Ça va bien? Le centre-ville c'était tranquille aujourd'hui, mais moi, ce qui m'étonne, c'est que les voitures sont pas obligées d'avoir des pneus d'hiver. Donc, moi, tu sais, j'ai loué une voiture, puis ça dérapait. C'est quand même particulier de se dire qu'au Canada, tu sais, tout le monde sait qu'il va y avoir de la neige à Toronto. Pneus d'hiver pas obligatoires, je trouvais ça spécial quand même. Toi, tu as une auto pour te déplacer? Ben, on loue des voitures, puis au comptoir, on m'a dit non, on n'a pas de voitures qui ont des pneus d'hiver. C'est du 4 saisons. Fait on m'a presque dit bonne chance. Rentre avec ça, puis essaye de le ramener en bon état. Là. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, je vois derrière toi, le soleil est sorti. Donc, c'est un peu... c'est terminé. Il a fait beau toute la journée. Il annonce plus de flocons. Fait que le pire est derrière. Eh là, on ramasse. Merci, amuse-toi, puis sois prudent. Bonne chance. Merci. Bon retour. J'essaierai de ne pas faire de sortie de route. Ciao, merci. Salut. Et un autre qui a vécu une pas pire tempête, c'est Petit Donny. Vous en avez peut-être entendu parler de lui. Donc, il vient de parcourir l'Est du Canada à vélo. 6000 km à vélo de la Gaspésie au Nouveau-Brunswick. Il est passé par Terre-Neuve et le Labrador. Et là, il est revenu hier. Il est avec nous pour en parler. Bonjour. Hey, merci beaucoup de me recevoir. Pas trop raqué? Comment ça va, les courbatures et tout ça? Physiquement, ça va bien. Franchement, physiquement, étonnamment, je suis en forme. J'aurais pu continuer comme ça. Oui, c'est ça. C'est plus émotionnellement, je suis dans un entre-deux, là, entre mes émotions, je sais pas trop où je suis. Mais sinon, je me sens bien. Parce que des chutes de neige, j'en ai eu partout, là. Oh, j'en ai eu plusieurs, là. Ouais. Oui, mais toi, t'es parti, il n'y avait pas de neige. Non, je suis parti à 125 jours. Fait que je suis parti le 23 septembre. C'était l'automne. C'est incroyable. Je roulais en t-shirt au début, là. Puis j'ai fini avec le manteau, puis les gants, puis ouais. Puis par chance, t'avais des pneus cloutés ou des... Non, c'est ça, j'ai roulé... Je comprends pas, il part et il y a ses pneus d'été. Ouais, j'ai roulé avec mes pneus d'été tout le long. Puis mon vélo, pareil, tu sais, j'ai un vélo normal, j'ai pas un fat bike, j'ai pas un vélo qui a été fait spécialement pour cette expédition. Ça roulait, j'ai continué. Donc, aucune chute, aucun dérapage, aucun... J'en ai eu une seule. C'était une plaque de glace, puis on m'a comme surpris, fait que j'ai joué du guidon, puis j'ai trébuché. Mais sinon, non, je suis rendu papier pour comprendre ce qui va venir sur la route, savoir quand mettre mon coup de pédale. Oui, il faut comme compenser en quelque part. Exact. Une question pas très difficile. Pourquoi? Ouais, hein, c'est une bonne question. Il y a tellement de raisons. Ça n'avait jamais été fait. Pourquoi pas? Parce que j'aime ça, l'aventure. C'est comme mon rêve, moi, c'est d'être aventurier. J'aime ça l'hiver, j'aime ça, ces conditions. Ça inspire du monde aussi. J'ai partagé toute mon aventure sur les réseaux, puis ça a vraiment touché le cœur des gens. J'ai été dans des territoires que peu de gens ont eu la chance de rencontrer, de traverser, d'entendre l'histoire. Fait que, tu sais, je me sens vraiment privilégié pour ce voyage. Et pourquoi... Pardon, là, Louise. Pourquoi ce tracé-là en particulier? Ouais, ben, ce tracé-là, c'est 6000 km. C'est comme si je me rendais à Vancouver, sauf que justement, je traverse beaucoup plus de territoires. Le tracé, on peut en parler un peu. Dans le fond, c'est ce qu'on voit à l'écran. Je suis parti d'Ottawa, j'ai remonté tout le Québec, je suis passé par Charlevoix. À Baie-Comeau, j'ai pris la route 389, qui est une des pires routes du Québec. Oui, mon Dieu, ouais, c'est vraiment une des pires, qui monte jusqu'à Fermont. Fermont, j'ai traversé tout le Labrador, 1200 km d'autonomie quasi complète. Wow. Là, c'est de l'épinette, puis de la taïga, des jours entiers à rouler, à camper sur le bord de la route.
Tout Terre-Neuve, les provinces atlantiques. J'ai fait la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick. Et j'ai terminé avec le tour de la Gaspésie, avec les vents de face en plus, tout le temps, parce que les vents dominants, ils remontaient le Saint-Laurent. Fait que, ouais, c'est ça. Il y a 2 bouts sur un la pire route traversier. du ça Québec compte. en vélo. Franchement, la 389, c'est une des pires routes que j'ai jamais vues de ma vie. Ah ouais? Ouais. Dans le sens de? Déjà, le dénivelé, il y a 6000 mètres de dénivelé sur cette route. Elle fait près de 600 km aussi. Et ça tourne tout le temps. Oui, exact. C'est plus un chemin forestier, en fait. Ben oui, c'est ça. C'est pas asphalté tout du long. Fait qu'il y a des parties où tu es sur la gravelle. Puis il y a peu d'accotements aussi. Il y a du trafic lourd parce que c'est la mine de Fermont. Fait que c'est des camions et c'est des vannes là, qui passent. Aïe, aïe, As-tu aïe. peur pour... Parce que, tu sais, je pense juste en ville, ici à Québec, à Montréal et tout ça, dans les grands centres urbains, faire du vélo, c'est du sport à l'année longue. En hiver, c'est pire. Les routes sont moins larges parce qu'il y a de la neige de chaque côté. J'imagine que tu as dû... J'ai eu quelques frayeurs. En fait, là où j'ai eu le plus de frayeurs au niveau du trafic, c'est justement quand j'arrivais en ville. Le reste du tracé, les frayeurs que j'ai pu avoir, c'était peut-être plus l'isolement, le fait que j'étais tout seul, les animaux aussi. Moi, là, quand je suis arrivé sur la 389, au bout de 3 jours, j'ai entendu les meutes de loups. Puis là, tu es dans ta tente en train de camper. Je me suis dit, s'il y a une meute de loups qui vient me rendre visite, je suis un peu mal pris. Fait que j'étais pas serein. Puis au fur et à mesure des jours, tu t'habitues, puis tu es juste un animal parmi les animaux. Il n'y a aucune chance presque que les loups viennent te rendre visite si tu as bien préparé. Puis j'avais bien préparé, fait que ma nourriture, je la mettais loin de ma tente. Je faisais attention où est-ce que je mettais mon campement aussi, parce que tu veux pas avoir des traces d'animaux. Les ours commencent à hiberner, fait que c'était plus un enjeu. Est-ce qu'il est arrivé un matin où tu t'es dit non? Je suis tannée. Je suis au bout de ma corde, là, je peux plus. Ouais, hein. Est-ce que c'est arrivé? Il y a des jours plus durs que d'autres. Vraiment, il y a des jours plus durs que d'autres, mais il n'y a jamais eu un matin où je me suis dit, j'ai pensé à abandonner. Où je me suis dit, là, j'arrête. À chaque fois, je savais pourquoi j'étais là. J'avais choisi d'être là. J'étais à 100% où je voulais. J'aurais voulu être nulle part ailleurs. Et j'aimais ça. J'ai vraiment vécu ça. Et j'ai adoré ça tout du long, même quand c'était difficile, même quand j'étais dans des épreuves. Même Forrest Gump arrête de courir à un moment donné, il faut le faire. Là. Mais pour manger, là, quand t'es parti sur 1000 km, t'as pas d'épicerie, là? Tu fais Non, quoi? c'est ça. J'avais toute ma... Tu peux pas chasser. J'avais toute ma nourriture avec moi. C'était des repas lyophilisés que je mangeais beaucoup. Puis tu manges énormément. Je consomme entre 4000 à 5000 calories par jour. Wow. Parce qu'entre le froid et faire de l'exercice, Mais oui. là-haut, je roulais des 150 km par jour. C'est 10 heures de temps assis sur ta selle de la première lumière à la dernière lumière. Donc c'est ça, j'avais des barres protéinées, j'avais des fruits secs, j'avais de la compote, je mangeais des pots de Nutella à la cuillère, puis tu sais, je les descendais tous les 3 jours, j'en avais déjà plus là. Tout ce que je pouvais manger, je le mangeais. C'est niaiseux comme question, mais je pense juste au faux. Non, mais tu sais, 150 km, Hey. tu sais, moi, je fais une petite traite de vélo, j'ai mal aux fesses, là, mais est-ce que tu avais un vélo adapté? Avais-tu? Ça, c'est drôle parce que ça a été un enjeu. Les 2000 premiers kilomètres, j'avais une selle qui me faisait extrêmement mal. Et tu m'as demandé ce que j'ai pensé arrêter. Au bout de 2000 km, j'étais rendu au beau milieu du Labrador, j'en pouvais plus, j'avais des boutons. Tous les matins, je m'asseyais sur mes boutons, ça pesait dessus, c'était encore pire. Puis toute la journée, c'est 10 heures de temps, un mal atroce vraiment. Et je documente toute mon aventure. Il y a un abonné qui a vu ça, qui m'a acheté une selle au Québec, à Québec, de la ville, qui me l'a donnée à un Incroyable. camionneur, qui me l'a amené jusqu'à Goose Bay, en plein milieu du Labrador. Et j'ai pu finir mon voyage avec une nouvelle selle. C'est incroyable! C'est incroyable! Tu vois? Fait passer une émission, ça. Merci, Denis. Merci beaucoup de m'avoir Puis bravo pour l'exploit. Qu'est-ce que tu as mangé en revenant, la première chose que tu as mangé? Un sandwich. Franchement, j'ai pas beaucoup mangé. Là, j'avais comme... Un roast beef, quelque chose? J'avais tellement d'émotions que j'avais comme l'appétit c'est coupé, pour je ça. savais plus où j'en étais. Voilà. Après la pause, pour terminer l'émission, pourquoi est-ce qu'on devrait toujours marcher en parlant au téléphone?
a tous déjà fait ça, on décroche le téléphone et là, pendant l'appel, on fait quoi? On se met à marcher. On fait différentes affaires, des tâches qui n'ont même pas rapport avec l'appel, mais on s'en rend pas compte. C'est une habitude très répandue qui aurait même des effets bénéfiques. Qui a de gros effets bénéfiques. Ce sont des spécialistes en recherche sur les dépenses d'énergie du corps humain et les moyens de se garder en santé et qui ont découvert, ça a l'air fou de dire comme ça, mais c'est ça, et qui ont découvert que dans tous les petits gestes quotidiens qu'on pose et dont on ne réalise pas l'ampleur de l'efficacité que ça a pour notre santé. Entre autres, parce que moi, on m'a posé la question, est-ce que tu marches quand tu parles au téléphone? J'ai dit non, moi, je marche pas. En général, je suis à mon bureau, puis j'essaie de pas laver de la vaisselle ou de cuisiner parce que... Pour pas échapper le cellulaire dans l'eau. Les autres t'entendent. Oui, c'est ça. Hein? Alors, mais ces chercheurs-là ont découvert que la dépense d'énergie qu'on fait en marchant quand on parle au téléphone, est une dépense d'énergie importante. Ça empêche le corps d'être statique et ça brûle les glucides. Exactement comme il faudrait calculer dans une journée combien de fois on descend l'escalier, marcher, aller faire ses courses, transporter ses sacs d'épicerie. Un autre élément qui permet de brûler les glucides. Tous les gestes quotidiens qu'on pose ont une incidence et ce qui fait que les gens finissent par ne plus faire aucun autre exercice, c'est parce que ces gestes quotidiens-là, ils ne les posent plus parce qu'ils sont assis devant leur ordinateur, écrasés, continuent à manger de la même façon qu'un bûcheron qui était dans le bois. Non, mais c'est vrai. Et ne dépense plus cette énergie-là. Mais faites-vous ça, vous? Moi, ça m'aide même à me concentrer. Quand j'ai un meeting au téléphone, moi, je me prévois même une marche pour faire mon meeting. Mais ça a le même effet, tu m'amènes à te dire. Ça a un effet sur le corps, marcher en téléphonant, et ça a un effet sur l'esprit pour débloquer les idées. Louise, vous sauvez ma vie. C'est mon seul exercice. Mon Dieu, que vous J'adore parler au téléphone. Je déteste me mettre en forme, mais ça paraît, là. Et... Oui, mais tu marches en Oui, parlant. bord en bord, c'est gossant pour mon entourage. Bord en bord de la maison, et j'aime ça, parler au téléphone. Est-ce que tu pourrais maintenant te concentrer sur plein d'autres gestes quotidiens que tu pourrais faire pour aider ta femme, par exemple? Aller faire les courses, porter ses paquets. Laver de la vaisselle en courant. Laver de la vaisselle en courant. C'est un petit peu plus Faire du lavage en faisant des push-ups. Ça, c'est vrai. Oui, En même faisant pas l'amour. les push-ups. Juste faire le lavage, non, mais c'est comme... faire le jardinage, aller laver tes fenêtres, faire ton ménage. Tout ça sont des éléments importants dont les gens devraient tenir compte. Et d'après les chercheurs, il semblerait que si tu comprends ça, si tu l'intègres et si tu te fais plaisir, parce que ça dégage aussi en même temps un petit peu d'ocytocine qui te rend heureux de toi-même, ça va te forcer à faire un peu plus d'exercice dans la vie. Mais sans aller... Et d'ailleurs, à l'extrême, dans les documentaires sur les Blue Zones, là, les endroits dans le monde où les gens vivent le plus vieux, c'est ce type d'exercice-là qu'ils font, ces gens-là, de l'exercice naturel, comme insidieux, relié ça rend pas à la compte, vie. t'sais. Exactement. Pas Ça trop en va, forcé, il là, y avait pas des trop. madames en Sardaigne là, qui allaient à l'église à tous les jours, puis ils montaient une grosse côte pour aller à l'église. Ça, c'était leur exercice, mais c'était dans leur vie. C'était pas comme, ils allaient pas au gym, là. Ils Non, montaient la côte. mais semble-t-il que quand tu es capable de faire ça et d'en prendre conscience, l'étape suivante vient plus facilement. Je suis sûr. Hey, ce fut incroyable aujourd'hui, les amis. Demain, Éric Bruno sera là, Eugénie Lépine-Blondeau, Catherine Chabot, Irdan Exantus et Alexandre Jardin viennent nous jaser. Bonne soirée. Salut et bisous. Aujourd'hui,